Berthé Rimbaud est docteur et ingénieur en génie civil. Il travaille sur la protection contre les catastrophes naturelles en montagne. Son cursus l'a d'abord amené vers les problématiques de gestion du risque du point de vue de la puissance publique, avant de s'orienter vers le secteur privé, d'abord au sein d'un groupe pour y développer de nouvelles solutions, puis à la tête de son propre bureau d'études qui s'appelle Engineerisk. Bureau d'études qui d'ailleurs est voisin avec Géomatique, on n'est pas situé très loin de l'autre, puisqu'il se situe en Savoie. Alors à travers sa présentation, Philippe nous présentera son utilisation de Global Mapper au quotidien. Il nous parlera notamment de traitement géographique en zonage du risque, ainsi que d'interprétation de prescriptions techniques par avalanche sur la base de modélisation. Mais je n'en dirai pas plus, je le laisserai vous expliquer tout ça, bien évidemment. Je vous rappelle que dans votre console GoToWebinar, vous avez la possibilité, si cela vous intéresse et vous est utile, de télécharger le programme de la journée au format PDF. Et j'ajoute également que si au fil de l'intervention, vous souhaitez poser une ou plusieurs questions à Philippe, n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage d'ailleurs vivement à le faire dans le panneau questions de la console GoToWebinar, encore une fois. Je me chargerai de les lire, vos questions, de les retenir et de les lui poser après sa présentation, lors du petit quart d'heure de questions-réponses. On se gardera à la fin 10 minutes, entre 10 et 15 minutes pour un temps de questions-réponses. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire part de vos questions dans le champ questions de la console GoToWebinar. Bonjour Philippe. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Je vous laisse la parole. Eh bien, allons-y. Eh bien, donc, bonjour à tous et à toutes à nouveau. Je vais donc vous parler de l'utilisation opérationnelle de Global Mapper en ingénierie par avalanche. Donc, bien sûr, je vais vous définir tout ça au fur et à mesure de ma présentation. On est donc bien dans les approches numériques pour contrer les avalanches. Sofiane en a parlé. Le terrain, pour nous, est un aspect très important. Mais ce qui est aussi important, c'est de disposer et d'avoir tous les supports techniques pour gérer l'ensemble des données qu'on a à traiter et pour ensuite faire les prescriptions que nos clients attendent. Donc, je reviens rapidement sur notre pédigré. Donc, je suis un ancien fonctionnaire de feu le ministère de l'Équipement et j'ai rejoint en 2007 le groupe MND pour y créer une filiale d'ingénierie qu'on a ensuite quitté avec mon associé Fanny Bourjaïa, que vous voyez à droite sur la photo juste en dessous, et pour devenir autonome et se focaliser donc sur notre activité d'ingénierie par avalanche. Alors, vous en avez peut-être jamais entendu parler, c'est normal puisque c'est un métier qui n'existe quasiment pas, qui n'existera peut-être même plus avec les évolutions climatiques, mais pour l'instant qui tend encore à bien nous occuper et je vais y revenir. Et puis on parlait du terrain. Alors nous, on a une chance avec le terrain, c'est que c'est parfois une obligation d'y aller, mais c'est aussi très régulièrement un plaisir. Et avec des outils qui s'appellent des skis, parfois on a des visites de terrain un peu plus nombreuses, peut-être même que nécessaire. Donc les sujets qui nous intéressent sont illustrés ici. Vous en avez des exemples. On va traiter en fait de la protection de zones habitées, de routes, de domaines skiables et également d'événements. Alors souvent liés bien sûr au ski, comme les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014. Un PIDA, pour ceux que ça intéresse, c'est un plan d'intervention et de déclenchement d'avalanche. C'est une des protections, un des modes de protection les plus couramment utilisés pour gérer les avalanches rapidement. On les déclenche avant qu'elles ne deviennent trop grosses et on maîtrise les trajectoires et s'il faut fermer des pistes de ski, des routes, etc. On fait descendre la neige avec une particularité pour ce phénomène des avalanches, c'est qu'on remet le compteur à zéro finalement à chaque perturbation, puisqu'à nouveau de la neige en montagne, de la neige plus de la pente, tout ça peut nous amener des avalanches.
Donc notre terrain de, presque je pourrais dire notre terrain de jeu quand on a nos skis au pied. Alors on est très peu à faire ce genre d'activité, du coup ce qui nous permet d'avoir quelques fenêtres sur des pays plus ou moins exotiques, donc de gauche à droite rapidement, le Colorado, le Chili, un petit peu dans les pays nordiques, Moyen-Orient, donc Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, et un peu plus loin, Kazakhstan. Ces derniers sont des pays qui sont en train de s'ouvrir petit à petit au tourisme hivernal et où il y a la création de nouvelles stations. Alors plus que des stations de ski à proprement parler, c'est des stations 4 saisons, mais où il y a donc aussi une part hivernale et où on va coloniser d'une certaine manière, comme on l'a fait dans les Alpes il y a quelques dizaines d'années, différents sites montagneux. Alors ça reste du développement très ciblé, assez restreint, mais où il peut y avoir des problématiques avalanches, et j'y reviendrai. Et bien sûr, notre terrain de jeu principal, on va dire la France et quelques pays limitrophes. Et en France, les Alpes et les Pyrénées, mais on intervient aussi de temps en temps dans le Jura, les Vosges. On n'a encore pas coché le Massif central, mais on y compte bien. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément ça très bien, le contexte général du risque, le risque c'est le croisement d'un aléa, en fait le phénomène naturel, et donc pour ce qui nous concerne les avalanches, et d'une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a des enjeux exposés qui sont plus ou moins fragiles, plus ou moins précieux, et le croisement des deux va nous donner cette notion de risque qui intègre des probabilités d'occurrence. Donc, dans notre cas, on va parler d'avalanche trentenale, c'est-à-dire qu'ils ont une chance sur 30 de se produire un hiver donné, centenale, une chance sur 100. Et puis, on va parler d'intensité, de pression, d'effort, de hauteur d'application, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, alors l'essentiel des accidents d'avalanche, heureusement, ne concerne pas des infrastructures, concerne plutôt en Amérique du Nord, on parle de récréationnistes, donc les pratiquants des sports d'hiver en montagne, hors piste, ski de randonnée, etc. Nous, c'est pas un sujet qui va nous intéresser. On est vraiment sur la protection des infrastructures, j'allais dire solides, ce que j'ai montré, les routes, les bâtiments, etc., pour se protéger face aux avalanches. On a un célèbre homologue qui, lui, fait de la gestion du risque au cours de l'hiver, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider si on garde une route ouverte, si on garde une piste ouverte. Et la petite blague entre nous, c'est que nous, on fait des études à froid dans le chaud de notre bureau, alors que lui est plutôt à chaud dans le froid sur le terrain. Et donc, les principaux outils, mais j'y reviendrai, sont des protections structurelles, voire du zonage. Ça, c'est la première des précautions, ou la première des choses évidentes à faire. C'est, si on peut, c'est de s'installer où il n'y a pas d'avalanche. Donc, des photos avec cette fois des avalanches et des problématiques qu'on peut être amené à traiter. En haut à gauche, vous avez la menace directe sur un certain nombre de routes, et le département où on est situé, comme la cité Sofiane, la Savoie, est plutôt exposé, avec beaucoup de routes de montagne qui mènent à des stations de ski. Et il y a un certain nombre de samedis, enfin c'est notamment les samedis ou de week-ends d'hiver où ces routes accueillent un trafic très important. Et c'est un petit peu, ça fait un petit peu désordre quand la route est coupée et qu'il y a quelques milliers de véhicules qui attendent pour passer ou qui attendent pour rentrer chez eux. En haut à droite, eh bien, la problématique des remontées mécaniques, puisque pour faire du bon ski, il faut de la neige, mais il faut aussi de la pente. Et dès qu'on a passé un peu le stade débutant, on a quand même envie que ça penche un petit peu. Mais la neige et la pente, sont aussi les ingrédients directement pour avoir des avalanches. Et ça, c'est une photo, vous avez certains ont peut-être vu la vidéo d'une avalanche qui avait eu lieu à Saint-François-Longchamp et qui avait quand même bien secoué un télésiège qui était ouvert avec les gens encore sur les sièges. En bas à gauche, oui, pardon, le télésiège, c'était en haut à droite. En bas à gauche, une bergerie à Hollon dans les Pyrénées. En 2015, il y a eu une assez grosse avalanche. Les bergers étaient en train de traire leurs brebis et heureusement qu'ils étaient vraiment près du sol et que l'étable était au rez-de-chaussée, puisque vous voyez ce qui reste de la maison.
et il valait mieux pas se promener contre le mur. Donc là, on est typiquement dans les problématiques soit de zonage pour se poser la question de savoir si cette bergerie était effectivement bien placée, et ensuite de voir comment la concevoir pour si elle doit être mise à cet endroit. Alors, une des problématiques, et j'y reviendrai, de la montagne, c'est qu'on a un foncier qui peut être très précieux et qui peut être aussi assez rare, puisque les terrains plats ou qui peuvent accueillir correctement des infrastructures, je ne parle même pas forcément d'un terrain de foot, mais une simple maison, sont contraints par le relief qui peut être assez tourmenté. Autre exemple d'interaction, et ça c'est un exemple très récent, d'interaction entre une avalanche et un bâtiment, c'est à Termignon, là aussi en Savoie, et même en Maurienne, encore plus près de l'entreprise Géomatique. On voyait l'étable sur la gauche de la photo, et vous voyez cette énorme avalanche qui est venue mourir juste contre le mur. L'étable était quasiment toute neuve. C'est un principe désormais un petit peu d'organisation du territoire, avec les entre guillemets nuisances agricoles, d'odeur, éventuellement de bruit. Ce que font ces communes de montagne, ou ce que font certaines de ces communes de montagne pour quand même garder une agriculture de montagne, c'est de concentrer l'ensemble des étables et de les rassembler sur un site approprié pour ça. Sauf que là, le site, l'identification du risque d'avalanche était un petit peu partielle, et on s'est retrouvé en décembre 2019 avec cet exemple auquel il a fallu répondre et auquel on est en train de répondre, et l'administration également, pour trouver des solutions et permettre la suite du développement de cette zone agricole. Donc rapidement, je reviens aussi sur le contexte qui fait que les pratiques en ingénierie par avalanche ont changé au cours des, j'allais dire des siècles, peut-être pas, mais au moins des décennies. Avant, à la fois par les moyens qui étaient disponibles et par le trafic routier ou en calèche, etc., les approches étaient totalement différentes d'aujourd'hui. Soit on avait des zones à haut risque et effectivement on surdimensionnait, c'est la photo de gauche, des ouvrages plutôt de type tunnel. On était même prêt à passer à des ouvrages à une voie et il fallait passer ce point dur, et les gens s'accommodaient de ça. Et puis dans les zones à risque, des solutions économiques, en général un simple panneau routier. Moi, je me pose toujours la question quand j'en vois un, est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut freiner, est-ce qu'il faut même pas passer? Attention, chute de bloc, bon, ok, mais si la chute de bloc se produit, bon, un homme averti en vaut deux, mais du coup, ça fait presque 2 morts. C'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, avec l'évolution de notre société, en bien ou en mal, chacun jugera pour ce qui le concerne ou selon sa propre philosophie. On a des tendances quand même beaucoup plus proactives, et il y avait l'exemple de cette route qui mène à Tignes que je vous ai montré juste avant. Il est clair qu'aujourd'hui, on a industrialisé le tourisme du ski notamment, et on se retrouve avec toute une population qui arrive de la ville, avec aussi une moindre, enfin on a des transhumances assez importantes, des gens qui ont c'est tout à fait normal, une moindre perception et une moindre acceptation du risque. Donc il nous faut des ouvrages plus nombreux. Des ouvrages plus nombreux, ça nécessite aussi plus de budget, donc il faut essayer de les optimiser, il faut essayer d'avoir un diagnostic du risque beaucoup plus précis, et puis d'être de plus en plus pointu. Donc autant avant, on avait des ouvrages un peu presque, j'allais dire, binaires, autant aujourd'hui, un ouvrage doit être défini avec un contrat de calcul, des scénarios pris en compte et un certain niveau de protection. Et c'est là qu'intervient donc l'ingénierie par avalanche. Et c'est là qu'intervient notre mission. Notre mission, c'est donc de fournir des prescriptions techniques qui peuvent être géométriques, architecturales ou mécaniques, sur la base d'un diagnostic assez fin des phénomènes qui peuvent se produire sur le site, et puis des enjeux qu'on a à protéger. Comment est-ce qu'on peut, quel est tout le panel de solutions disponibles? Donc parfois on peut pas se mettre ailleurs. Donc par exemple c'est le cas de l'exemple en haut à gauche, où on a un bâtiment qui est en fait une rénovation. Donc le bâtiment était là, il subsiste un risque d'avalanche, donc la rénovation intègre un certain nombre de prescriptions en termes de pression, d'ouverture de fenêtres ou portes possibles ou impossibles, ou à renforcer. La même chose pour les remontées mécaniques, on a quand même certaines latitudes, mais souvent il faut pouvoir tracer des pistes.
Et l'objectif du ski reste quand même la descente. Donc, on a un axe à tracer et pour cet axe, on a des pylônes qui, là, mécaniquement, doivent soutenir le câble. Et en fonction de l'emplacement de ces pylônes, il faut fournir des prescriptions de pression, de force, d'angle. Et puis, dernier exemple tout en bas, là aussi dans le domaine des remontées mécaniques, et bien parfois il faut localiser, et en bas c'est notre première illustration Global Mapper de cette présentation, il faut protéger des pentes et y implanter des ouvrages de protection. Là, les petits traits bleus correspondent à ce qu'on appelle des râteliers, donc des ouvrages qui stabilisent le manteau neigeux dans la pente. Et là, la problématique était double. Les deux traits noirs que vous voyez sont les câbles d'une prochaine télécabine. Donc, il faut à la fois gérer le passage des skieurs sur la piste de ski qui est juste en dessous. Donc là, vous avez des couloirs assez marqués qui surplombent, qui dominent cette piste. Et puis, protéger les passagers de la télécabine au cas où il faille les évacuer au sol. Donc, on imagine une panne de la télécabine. Eh bien, il faut descendre tout le monde au sol et évacuer tout ce petit monde en sécurité. Alors, pour faire ce travail, on a quelques références. Il faut bien reconnaître que les références sont surtout suisses ou étrangères. Ça, c'est un petit regret, mais c'est aussi une toute petite communauté. Donc, on se greffe assez allègrement sur la pratique de nos voisins suisses. Donc, vous avez différents exemples ici, des digues de protection, la prise en compte pour le cas spécifique des remontées mécaniques, et puis quelques développements, les outils dont on peut disposer en termes de modélisation, j'y reviendrai. Donc, à la fois quelques références et puis des expériences plus ou moins bonnes. Donc là, on a eu l'impression pendant des années que ce tunnel était bien dimensionné. Et puis un jour, on est dans un métier où c'est parfois un petit peu jusqu'à preuve du contraire. Le phénomène était plus important et l'essentiel a été quand même soutenu par cette galerie. Par contre, la route a quand même été fermée puisqu'on a eu un débordement du phénomène sur la chaussée. Donc nous, notre philosophie à Engineerisk, alors l'ingénierie par avalanche de tout temps a toujours croisé des approches naturalistes ou expertes avec une part importante de terrain pour se rendre compte, pour parcourir les pentes, pour aussi recueillir des témoignages des gens localement, puisque eux ont vu les avalanches, ont des exemples de leur grand-père ou du grand-père de leur grand-père qui racontent depuis tout le temps que l'avalanche a atteint la croix, le bassin, la grange, etc. Et puis, nous, notre philosophie à Engineering, c'est ce que j'allais dire, est de greffer ça et de combiner ça avec des outils de quantification et de confrontation. En fait, on se rend compte que on a à faire des prescriptions qui sont quantitatives. Il faut qu'on donne des pressions. Donc, bien sûr, on peut garder une certaine marge de sécurité et intégrer un peu de variabilité dans tout ça. Mais il faut quand même qu'on donne un seuil et un niveau le plus précis possible. Et ça reboucle avec la notion de contrat de calcul que nous impose un petit peu le contexte. Donc, il nous faut des outils de quantification. Parce qu'on est dans des domaines, et c'est l'illustration de gauche, où on peut facilement tomber dans des illusions. Alors, ce n'est pas dans des illusions d'optique, ce sera plus des illusions avalancheuses, mais il faut prendre garde à ça. Et puis, un exemple qu'on aime bien aussi, c'est l'exemple du thermomètre. Quand on veut mesurer une température, qui est aussi un phénomène naturel, on pourrait faire le sondage, alors chacun est chez lui devant son écran ce matin, mais on pourrait faire le sondage auprès lors d'une réunion, de demander aux gens quelle est la température de la pièce où ils sont, et on risque d'avoir quand même des réponses assez variables, et plus on veut être précis, plus il faut quand même des outils pour essayer d'approcher cette précision. Alors, je reviens donc j'entre un peu dans le vif du sujet maintenant sur Global Mapper. Pour nous, Global Mapper est vraiment une plateforme de centralisation, à la fois pour collecter toutes les données, les superposer, les agencer, les combiner, et pour ensuite en tirer différentes contributions à notre expertise et aux prescriptions par avalanche qu'on peut donner. La première des données, elle est toute bête, elle est toute simple, c'est déjà de se situer.
Donc typiquement, j'ai encore eu le cas ce matin, on a un client qui nous appelle, voilà, je suis à tel endroit, on veut construire un réservoir d'eau et est-ce que vous pensez qu'il faut faire une étude? Est-ce que vous pensez qu'il y a des phénomènes? Si je suis à mon bureau, c'est un peu compliqué de voir ça tout de suite. Donc on a un premier outil, et là c'est un peu une entorse à notre fidélité à Global Mapper, c'est Google Earth. Et en fait, Google Earth nous sert finalement uniquement à un point, c'est qu'en même temps qu'on est au téléphone avec notre client, on essaye de se situer et on place un point KMZ directement sur Google Earth, dont la première opération qu'on fait, c'est de l'exporter justement en point KMZ et de l'ouvrir sous Global Mapper. Et ensuite, et c'est quasiment systématique pour toutes les affaires qu'on traite, on ouvre un projet Global Mapper sur lequel on va superposer très très vite les premières données qui sont accessibles. Donc, on va bien sûr utiliser, mettre la bonne projection. Et puis ensuite, par exemple, on va aller chercher les données IGN. Donc, dans les sources de données, on a configuré une source IGN avec la licence qu'il est possible d'obtenir. Et très rapidement, on peut superposer au point Google Earth qu'on a, qui nous permet de nous situer, on va dire grossièrement, une orthophoto, le plan, la carte topographique, enfin tout ce que vous voyez sur la liste ici à gauche. Et tout de suite, avec un peu d'expérience, on sait de quoi on parle. On sait si on est dans un site forestier, on sait si on est sur un… Ben là, clairement, on voit qu'on a un couloir qui est très érodé, qui a l'air d'être très actif, où il se passe beaucoup de choses. Donc très très vite, on peut avoir une notion de la situation où on est. Et ça, l'intérêt de Global Mapper, notamment avec World Street Map, World Imagery et même le MNT de GDEM Master, l'intérêt, c'est que même pour un contact depuis l'étranger, on peut très très vite avoir une première idée de où on met les pieds. Ça ne remplacera pas le terrain et j'y reviendrai, mais tout de suite, on a une première notion. Là, c'est un exemple en Géorgie. Donc, de proche en proche, on peut se recaler sur le site. C'est un village qui s'appelle Murkmeli et dont on voit ici, alors en Géorgie, j'y reviendrai, ils ont des tours très particulières dans la vallée de la Svaneti et où directement sur l'image World Imagery, on peut voir que certaines ont des toits, d'autres n'en ont pas. Et en fait, notre contact sur place, qui nous appelait pour une étude, nous indique, voilà, c'est un village qui en 1987 a subi une très grosse avalanche. Donc tout de suite, introduction du GDEM Master, on le traite très rapidement avec un float file pour en tirer les pentes. Et voilà, en 5 minutes, on peut se retrouver avec une illustration de où est notre village et quelle est l'allure du versant au-dessus. Alors, on n'est pas encore dans la précision, on n'est pas encore dans la prescription de détails, mais très très vite, on a déjà cet œil un petit peu sur notre site, ce qui va aussi nous aider à préparer la mission sur place quand on ira sur le terrain. Deuxième avantage très très important, c'est donc de cumuler et de superposer toutes les données de notre projet ou toutes les données de notre étude. Donc très souvent, là je reviens sur le cas de la zone agricole que je vous citais juste avant. Il y a un projet, donc il y a un plan, il y a une implantation des bâtiments qui sont déjà, qui pour le coup ont déjà été construits, mais il y a aussi une visualisation des bâtiments suivants, il y a une visualisation des différentes parcelles. Donc là, typiquement dans cet exemple, on est allé chercher aussi sur le site de l'IGN directement le cadastre et le parcellaire, sur lequel on peut rectifier les différents documents que nous a remis le client ou qu'on a pu aller chercher. Alors parfois, ce sont des simples images qu'il faut rectifier. D'autres fois, ce sont directement des fichiers DWG avec toujours le petit exercice un petit peu de gymnastique de connaître ou de trouver la projection qui a été utilisée par le client parmi les différents Lambert quand on est en France. Et puis, un des outils qui est utile, si on veut faire des rendus parfois un peu plus allégés que tout ça, grâce à Global Mapper, on peut vectoriser les différents bâtiments qui sont prévus. Donc là, voilà, des petits rectangles jaunes. On peut garder ou pas les limites cadastrales et faire aussi les rendus visuels qui vont être compréhensibles pour nos clients. Troisième catégorie de données
qui est de plus en plus importante en fait, et notamment par la réactivité qu'elle nous permet. C'est que grâce au drone, on peut très vite aller faire des photos de sites. Et effectivement, quand on va intégrer soit la photo, soit l'orthophoto géoportail, soit même World Imagery, on n'a pas toujours l'état du terrain tel qu'il est aujourd'hui, puisque les derniers bâtiments ne sont pas forcément encore visibles, la route qui a été modifiée n'est pas encore visible. Donc très souvent, on part d'une orthophoto officielle, on fait nos propres photos drones. Donc ce sont de pseudo-orthophotos, on essaye de se placer assez haut, viser à peu près vertical. À la limite, j'allais dire presque peu importe, l'outil de rectification de Global Mapper nous permet ensuite de recaler la photo sur le site et d'avoir un support géoréférencé rectifié propre. Donc là, c'est à nouveau cette avalanche de la zone agricole que vous voyez ici, et l'étable qui était existante, non visible sur la photo de géoportail. En rectifiant la photo du drone, on peut se retrouver au plus proche des conditions de l'étude et du phénomène qu'on a à essayer de solutionner. Un petit peu dans la même veine, catégorie de photos très importante pour nous, toutes les photos historiques pour voir les évolutions de terrain, et je vous donnerai des exemples juste après. Donc ça, c'est la catégorie, c'est la rubrique remonter le temps sur le site Géoportail. Vous vous situez, vous allez chercher les différentes dates disponibles. La photo est téléchargeable même gratuitement. Par contre, elle n'est pas géoréférencée. Donc, à nous là aussi de la géoréférencer avec des petites subtilités en fonction des époques. La photo est plus ou moins une orthophoto, donc il faut mettre plus ou moins de points pour être précis. Et donc, essayer de mettre les points surtout autour des enjeux qui vont nous intéresser. Donc, si je récapitule rapidement, des données liées à notre projet, des données liées au terrain, à la topographie, j'y reviendrai, des données liées au relevé de terrain, le drone. Alors, on n'est pas directement les pieds sur le terrain, on est au-dessus, mais l'idée est quand même d'avoir une visibilité la plus actualisée du terrain possible. Et puis, pendant de la vision actuelle du terrain, la vision historique pour voir les évolutions. Donc, je reviens justement sur ce point-là. Un des supports importants pour les avalanches sont les témoignages. Ce que je disais, l'avalanche est arrivée ici, a cassé des arbres à tel endroit ou autre. Le fait de pouvoir superposer nos anciennes photos aériennes permet de se situer par rapport aux emprises qui sont aussi cadastrées, enfin qui font l'objet d'un atlas, ça s'appelle la CLPA. Et on a un exemple ici à Manigot en Haute-Savoie où pour ce chalet dont on devait étudier la protection ici, on a retrouvé, alors parfois c'est un peu de la chance, en 1978, les images assez précises d'une zone qui a été balayée par une avalanche, et un petit chalet qui était présent ici en 1973, et on voit qu'en 1978, il a été justement balayé par cette avalanche. Et rien qu'avec cette photo qui a pu être rectifiée correctement et mise à la bonne échelle, au bon endroit, au bon emplacement, on peut presque tracer la limite préjudiciable de l'avalanche. On voit clairement ici la forêt balayée, on voit ce chalet balayé. Par contre, celui-là est encore en parfait état. Donc on sait que la limite est passée à peu près au milieu ici. Autre exemple intéressant quand on combine différentes données, c'est toujours notre histoire de zone agricole. On a un témoignage le 11 février 1970 qu'une avalanche a emporté 3 pylônes de la ligne haute tension. Alors, quand c'est comme ça, on essaye de faire feu de tout bois et de récupérer toutes les informations disponibles. Donc, à la fois, on a une photo historique avant 1970, on en a une autre après 1970, et puis on essaye de superposer d'autres données, en l'occurrence ici, les données des pylônes électriques. Et puis là, il y a un truc qui nous attire l'œil, c'est de se dire ces pylônes-là sont bizarrement alignés avec celui-là. Les points bleus sont les pylônes actuels. Et puis tout d'un coup, voilà, les pylônes font un contour ici. Et puis on continue de chercher sur ces photos et on voit que dans le petit rectangle rouge, on a clairement une trace de déboisement, de débroussaillage.
Et puis ici, sur cette photo-là, où à l'époque il n'y avait pas encore le point bleu, on voit des fondations de pylônes. Et donc là, on arrive à recaler et à redétailler un petit peu ce témoignage qu'il faut lire un peu différemment. En 1970, enfin, de premier abord, on pourrait se dire, voilà, la ligne électrique, en 1970, a été touchée par une avalanche. Si on prend la ligne électrique telle qu'elle est aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est passé ici. Et puis, en recalant ces différentes données, en fait, le témoignage, il fallait le lire totalement autrement. C'est que la ligne électrique, en 1970, passait où est le trait blanc ici, et c'est ici que les pylônes ont été détruits, et de manière assez logique, EDF à l'époque, quand ils ont dû reconstruire la ligne électrique, l'ont placé ici. Mais voilà, le cas de destruction a eu lieu ici et non ici. Et c'est l'importance de toutes ces approches, j'allais dire géomatiques ou géographiques. Autre exemple un peu crucial et très important en France, Val d'Isère. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site emblématique et il y a deux petites illustrations en dessous qui donnent un peu l'ambiance locale. Clairement, il y a des avalanches un peu dans tous les sens, d'un côté du versant, de l'autre côté de la vallée. Tout ça se croise au milieu au niveau du village. Et nous, notre enjeu, c'est de ne pas tomber dans la caricature de droite, où on pourrait être taxé de favoriser un tel ou un tel si on n'était pas capable de justifier très correctement nos analyses et les traits qu'on va placer éventuellement pour rendre un terrain constructible ou pour en rendre un autre inconstructible. Et là, pareil, autre témoignage, en 1968, pardon, je ne vous lis pas tout, mais une avalanche est arrivée jusqu'à l'Isère. Et puis là aussi, quand on regarde 1970, l'état du terrain, eh bien l'Isère est ici. Et puis en 1968, pardon, l'Isère est ici. Juste après est créé le hameau, je vais dire, ou le quartier de la Daille. On voit des immeubles ici. Et l'Isère a été déplacé. Donc, à l'époque, en 1968, dire l'avalanche est arrivée jusqu'à l'Isère, ça veut dire qu'elle est arrivée jusqu'ici. Si on n'y prend pas garde et qu'on ne fait pas attention, et qu'on lit ce témoignage simplement à la lecture du paysage d'aujourd'hui, on pourrait être amené à penser que l'avalanche est arrivée jusqu'ici. Et finalement, là, on détecte encore l'ancienne trajectoire de l'avalanche. On a un décalage qui peut être quasiment de 80 mètres. Donc, les témoignages, très souvent, les gens en ont gardé, on va dire, l'essentiel. C'est arrivé à l'Isère, c'est passé sur tel immeuble. Même s'il n'existait pas, les gens ont assimilé le passage à l'immeuble qui désormais existe. Il faut essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Autre cas intéressant, notamment pour les domaines skiables, c'est les terrains qui ont évolué. Et là encore, en superposant des photos qui sont toutes géoréférencées ou qui ont été rectifiées et qui de fait deviennent géoréférencées, on arrive à voir des évolutions. Là, c'est un exemple à Flaine où la carte historique des avalanches montre un phénomène plutôt dans cette direction-là, mais en cherchant bien, et la modélisation nous le montre, nos résultats poussaient le phénomène désormais plutôt vers la droite ici, comme les flèches que vous avez sur cette illustration. Et en fait, en cherchant un peu, on s'est rendu compte que pour passer une piste, la station avait complètement terrassé une bosse qui orientait anciennement le phénomène dans cette direction-là. Donc ça, c'est les deux premières contributions dont j'ai parlé, donc le recalage de témoignages et la détection d'évolution du terrain sont importantes. Et là, je reviens maintenant plus dans les aspects très géographiques. C'est toute la partie gestion de données et l'intégration des observations de terrain. Donc, premier exemple au Kazakhstan, 400 km² de terrain à cartographier de manière préliminaire pour y implanter un site de station de ski. Un outil qui est très intéressant pour nous, c'est d'aller faire notre vol hélico, de prendre différentes photos avec un petit boîtier GPS et au retour d'intégrer les différents points de vue directement sur notre projet Global Mapper. Et puis, bien sûr, chaque point, quand on est en train d'analyser un petit peu ce qui se passe ici, on clique sur le point, on retrouve la photo et on peut aller chercher la photo correspondante et en avoir la visibilité. C'est toujours en fait cette passerelle entre le terrain et les données qui sont issues du terrain et la topographie, le site, le projet qui sont dans le fichier ou le dossier Global Mapper.
Autre exemple de confrontation entre le terrain et les analyses de bureau, vous avez en échelle de couleur un résultat de modélisation et les petits points verts sont des points GPS et des points d'observation sur le terrain suite à une avalanche assez destructrice à Valseny, qui avait un petit peu secoué là aussi un télésiège. On voit qu'on arrive à étayer un petit peu et à recaler ou à valider notre modélisation dont on retrouve avec la limite rouge le cœur du phénomène et ensuite un nuage aérosol au-dessus. On voit que la concentration des destructions qu'on a pu aller relever sur le terrain correspond très très bien à cette langue-là et correspond finalement assez bien et permet de valider le scénario qu'on avait exhibé à l'époque pour dire c'est parti plutôt de cette pente-là que de cette pente-là. Et donc, c'est plutôt dans cette pente-là qu'il va falloir aller mettre des protections. Alors, dans nos occupations, un sujet qui est, enfin, une base de données qui est très importante, et c'est la topographie. Donc, j'ai déjà parlé du GDEM Master. Il est intéressant, c'est une source intéressante pour avoir une première vision de à quoi ressemble le terrain. Par contre, après, dès qu'on rentre dans le détail, eh ben, il faut essayer de trouver des topographies un peu plus précises. Donc, ça, c'est une illustration près de Chamonix. Global Mapper est intéressant pour ça, pour nous, pour jongler entre différentes sources. On peut avoir un LIDAR, on peut avoir des courbes de niveau en DWG, on peut déjà avoir des grilles de calcul issues d'un LIDAR ou de support IGN officiel. Donc l'illustration ici est là pour montrer que on peut faire converger différents formats et ensuite exhiber la topographie, le support de MNT qui nous intéresse. Et une petite illustration un peu plus détaillée de ce sujet-là. C'est un versant au-dessus du glacier de la mer de glace qu'on voit ici, sur lequel il y a un projet de nouvelle télécabine pour permettre aux gens d'accéder à la fameuse grotte de glace. Les différents outils de Global Mapper nous permettent à gauche de partir d'un LIDAR complet de 2008 et d'essayer de lui greffer un LIDAR 2019 pour tenir compte de l'évolution du niveau du glacier. Donc là, c'est tous les outils qu'on trouve dans le logiciel et qu'on utilise. On part donc de ce LIDAR complet. On a en parallèle un bout de LIDAR partiel qui a mesuré l'évolution du glacier. On retire la pastille correspondante du LIDAR complet, on vient greffer les deux et on retrouve un LIDAR d'une certaine manière assemblé. Et ensuite, on peut même faire la différence entre les deux LIDAR 2008-2019. Je n'ai pas mis une échelle très très grosse, mais je vous confirme que l'évolution du glacier est assez alarmante. On a des différences de hauteur jusqu'à 60 à 80 mètres en une dizaine d'années. Et ça, c'est un outil, et j'y reviendrai juste après. Sofiane, vous n'hésitez pas à m'appeler si je suis un peu long. J'y reviendrai. Une des particularités ou des facilités de Global Mapper, c'est de pouvoir justement traiter différentes grids et d'avoir des traitements quantitatifs de soustraction, de multiplication, d'assemblage de ces couches quantitatives, de ces couches raster. Autre utilisation de Global Mapper, parfois on veut préfigurer des protections. Donc là, le constat, vous avez une garde de télésiège qui se fait régulièrement toucher par une avalanche. L'objectif était d'y mettre des tas freineurs qui finalement ont été construits. Vous les voyez en bas ici. Donc Global Mapper nous permet d'introduire nos propres courbes de niveau ou de modifier les courbes de niveau de la topographie sur laquelle on travaille pour ensuite générer une nouvelle grille représentative du terrain et ensuite faire nos modélisations. Global Mapper, toujours sur cette thématique de topographie, permet bien sûr de gérer des pentes, de générer les pentes et les orientations du terrain. Ce sont deux paramètres qui pour nous sont cruciaux pour estimer la reptation du manteau neigeux, donc avec les différents coefficients que vous voyez là. Donc notre traitement très opérationnel ici est de greffer Global Mapper à une grille Excel qu'on a développée et on vient le long de profil récupérer la donnée des pentes, par exemple le long d'une remontée mécanique, la donnée des pentes, la donnée des orientations
et on introduit ça dans notre grille Excel qui nous permet de combiner les deux et d'évaluer cette formule qu'on pourrait presque évaluer de manière cartographique au sein de Global Mapper. Souvent, c'est un traitement pour les remontées mécaniques, c'est pour ça qu'on le traite séparément au sein d'un outil Excel qu'on a développé. Et puis, part importante de notre activité, à côté du terrain et de notre propre évaluation des choses, la modélisation avec un outil qui s'appelle RAMS. Donc là, le processus est un petit peu analogue. On part de notre MNT, donc soit le terrain tel qu'il est, soit le terrain tel qu'on souhaite le modifier avec des ouvrages de protection, des digues de déflexion par exemple. Global Mapper nous aide aussi à situer les zones potentielles de départ. Souvent, c'est un traitement lié à la rugosité, à la pente. On utilise ce logiciel RAMS qui, lui, va nous sortir des ASCII grids des hauteurs, des pressions, des vitesses. Et là aussi, qu'on vient réintroduire dans Global Mapper. Donc, on part de notre logiciel RAMS, on repasse à Global Mapper, et d'une certaine manière, c'est un peu notre outil de pré-traitement et de post-traitement. Ceux qui ont l'habitude du calcul numérique connaissent un peu ces plateformes-là. Donc, Global Mapper, clairement, c'est ce pré- et ce post-traitement qu'on va ensuite utiliser là aussi pour générer des profils, soit de vitesse, soit de pression, soit de hauteur, et qu'on va assembler à nouveau sous Excel quand on traite les remontées mécaniques. Donc là, vous avez le profil de la remontée mécanique. Chaque point correspond à un pylône. On voit comment se diffusent les différents paramètres liés au phénomène. Et puis, aspect très important pour nous, l'interprétation des données, c'est-à-dire qu'on ne va jamais prendre une simulation de but en blanc enfin, directement. À chaque fois, on a toujours la passerelle entre la vision du terrain telle qu'elle nous est rappelée par l'orthophoto, par Global Mapper. Donc là, on est capable de situer notre poteau, notre pylône de remontée mécanique. Du coup, on en a quand même le souvenir du terrain qu'on a fait nous-mêmes directement. Et on a cette passerelle entre l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif pour un petit peu amender les données, pour se dire voilà, la modélisation elle est peut-être un peu optimiste ou un peu pessimiste, et finalement donner nos prescriptions sous forme du tableau que je vous avais montré au début. J'en arrive bientôt à la fin avec un dernier exemple pour un petit peu compiler tout ça. On repart en Géorgie sur ce village de Murkmeli, dans la vallée de la Haute-Svaneti. Donc une avalanche en 1987. Depuis, l'essentiel de la population est parti et le gouvernement géorgien souhaite un petit peu réhabiliter ce village et voir comment le protéger pour y développer des lodges, pour y développer un petit peu du tourisme. Donc, première étape, toujours avec cette passerelle terrain fait sur place, Global Mapper et aspect très quantitatif. Là, c'est le repérage par rapport à d'anciennes photos, par rapport à des photos actualisées, par rapport à l'orthophoto des tours, des fameuses tours qui ont été détruites et de celles qui sont encore debout. Ensuite, nos traitements de modélisation. Alors, modélisation issue directement du logiciel RAMS, qu'ensuite on combine nous-mêmes pour essayer de retrouver des indicateurs physiques. Donc à gauche, par exemple, Global Mapper nous a permis de multiplier la pression par la hauteur pour avoir une sorte de force équivalente qu'on appelle l'intensité avalancheuse. Et puis on régénère nos propres courbes de niveau sur cette carte d'intensité, ce qui nous permet de situer les zones un peu critiques où on aura du mal à maintenir des bâtiments, des zones où il faudra absolument des protections, et puis par exemple sur ces deux cercles en pointillés rouges, des zones de moindre intensité où là on peut peut-être simplement renforcer les bâtiments existants. Et puis à droite, autre traitement grâce à la combinaison d'ASCII Grid sous Global Mapper. Et bien, simplement, l'idée, c'est de restituer la formule que dans notre jargon, on appelle la formule de Salm et qui va nous donner la hauteur de la digue qu'il faudrait construire pour se protéger du phénomène. Donc, on part de la modélisation du phénomène, on en tire la hauteur et la vitesse, on les combine selon cette formule et finalement, cartographiquement, on voit tout de suite les endroits où si on voulait se protéger ici, ben voilà, il faudrait mettre une digue de hauteur de plus de 10 mètres. Par contre, si on est là, on tombe dans des hauteurs de 5 mètres ou 4 mètres.
Donc, c'est vraiment une aide à l'expertise, une aide à l'interprétation. J'ai parlé rapidement du zonage, un exemple ici sur ce village. Finalement, situation actuelle, en rouge, toutes les zones qui nous paraissent, qui devraient être inconstructibles, mais où on se rend compte qu'on a quand même un certain nombre d'enjeux, dont certains ponctuellement encore habités, qui correspondent aussi assez bien avec les destructions qui sont visibles sur le terrain, issues de cette avalanche de 1987. Et à nouveau, on repart pour un cycle de traitement et d'analyse en essayant de se dire, est-ce que par rapport aux cartes que je vous ai montrées juste avant, on renforce ce mur-là, on rajoute une petite digue ici et on combine ces différentes protections. Traitement, examen sous forme de comment dire, test avec la modélisation, je vais y arriver ici, et finalement nouveau zonage qui montre que via ces ajouts de protection, on peut rendre cette zone violette, c'est-à-dire constructible avec un certain nombre de prescriptions pour quand même une certaine prudence. Voilà, j'en arrive rapidement à mes conclusions. Donc pour nous, Global Mapper est vraiment devenu un outil du quotidien. C'est vrai que quand on l'a découvert, on pinaillait un petit peu entre AutoCAD pour gérer des DWG, d'autres SIG. On va pas dire que c'est des outils qui étaient inadaptés, mais Global Mapper pour nous a été vraiment tout de suite, on n'est pas des sigistes à la base, donc il nous fallait un outil très opérationnel, simple, robuste, et là on a vraiment trouvé le bon compromis pour nous. Donc, c'est devenu vraiment cet outil du quotidien. Et à chaque projet, chaque étude, on a un dossier Global Mapper qui est ouvert. Et les intérêts, je les ai relistés là très rapidement, mais les principaux, c'est l'accès direct aux bases de données, cette plateforme, cette notion de plateforme de compilation et de centralisation de toutes nos données, y compris donc projet, modélisation, terrain modifié, etc. La robustesse, ça marche très très bien. Et puis cet usage intuitif et efficace. Alors souvent ça marche beaucoup mieux au bureau que sur le terrain, et je reviens sur ce petit village en Géorgie. Il y avait du coup des développements très très ambitieux qui étaient prévus, mais vous voyez l'état de la route. Donc ça aussi pour illustrer parfois le décalage entre l'outil numérique au sens large, modélisation, global mapper, etc., et puis la réalité du terrain. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je rends la main à Sofiane pour la suite. Eh bien, merci beaucoup Philippe pour cette intervention vraiment très intéressante, très précise, riche en nombreux exemples qui nous a fait voyager aussi un petit peu. On a 7 minutes pour un temps de questions-réponses, si ça vous va. J'indique aux participants de ne pas hésiter à nous poser des questions. Moi, j'en aurais une première. Comment est-ce que vous faisiez avant l'usage du SIG? On faisait mal. C'est-à-dire? C'est un peu ce que j'ai dit en conclusion. En fait, on a commencé les aspects numériques surtout par la modélisation. En fait, dès que le logiciel RAMS que j'ai évoqué a été disponible commercialement, on a absolument voulu en disposer, puisque pour nous, l'approche simplement terrain, expertise naturaliste nous paraissait un peu perfectible, et on cherchait notre thermomètre, voilà, pour quand même quantifier de la pression, des choses comme ça. Donc on a approvisionné ce logiciel RAMS, et puis pour le faire fonctionner, il lui fallait des grids ASCII. Et on avait souvent des WG de la topographie, donc on gérait ça avec AutoCAD, on avait une sorte de recette, mais c'était l'enfer. Et on se faisait aider, bref. Donc on est assez vite parti en exploration sur Internet pour dire on cherche un outil qui nous permette de gérer ça. On est tombé sur Global Mapper. À l'époque, je crois enfin, on a eu des interlocuteurs américains qui, de mémoire, on a pu l'essayer un mois, on a tout de suite été convaincus et c'était parti. D'accord. Merci Philippe pour cette réponse. J'ai une autre question qui nous vient d'un participant. Utilisez-vous la base de données participative de recensement des avalanches compilée sur le portail data-avalanche.org? Oui, et c'est une base de données qui est super importante pour nous.
faut tirer notre chapeau à Alain Duclos qui a mis ça en route. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une base de données qui recense des avalanches alors plutôt récentes. De mémoire, il y a peut-être les plus anciennes ont peut-être à peine une dizaine d'années, avec photos, témoignages, etc. Alors c'est clairement un peu dommage que notre administration et enfin nos services publics aient un peu lâché ces aspects-là. On a toujours la carte de localisation des phénomènes avalancheux qui est disponible. Mais ce dataavalanche.org est d'ailleurs c'est un petit cocorico maurianais puisque Alain est basé à Ossois. Un petit clin d'œil à Géomatique en passant. Par exemple, sur cette zone agricole dont je vous ai parlé, les photos drones sont issues de cette base de données. Et Alain et ses acolytes sont très réactifs, donc ils vont vite sur le terrain, font des photos et les mettent en ligne. Donc c'est très très important pour nous. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas cité, c'était une erreur, mais c'était bien une photo de dataavalanche.org. D'accord. Merci pour cette réponse, Philippe. J'ai une autre question qui nous vient d'un autre participant. Quand vous parlez d'images orthorectifiées par drone, le traitement est-il effectué par Global Mapper ou s'agit-il d'un géoréférencement? Alors, oui, j'ai peut-être pas été assez précis. Nous, pour résumer, on traite, on touche à beaucoup de domaines, enfin comme beaucoup, hein, et donc on est spécialiste de pas grand-chose. Donc, au bon sens du terme, on bricole. Donc, concrètement, on prend notre drone, on essaye de l'élever assez haut. On prend une photo d'axe vertical. Parfois, on en prend plusieurs qu'on essaye d'assembler pour gérer les effets de bord, mais très souvent même, on en prend une seule, et on va la rectifier sur l'orthophoto rectifiée, géoréférencée dont on dispose, soit issue du géoportail, soit issue de World Imagery. Et donc on va se reconnaître sur différents points, le coin d'un bâtiment, un rocher, un arbre, et ça dépend aussi de la précision qu'on souhaite. Alors, on sait qu'on peut avoir un décalage, on va dire peut-être de l'ordre du mètre, qui pour nos analyses est suffisant. On n'est pas en train de faire peut-être du cadastre ou de la surface de bâtiment. Donc ce processus, on a aussi un peu ajusté le niveau de précision avec nos propres besoins. Et puis en fonction de ce qu'on a à faire, et ben on va mettre plus ou moins de points. Et Global Mapper va déformer la photo pour la rectifier et indirectement la géoréférencer. D'accord, d'accord. Merci pour ces précisions, Philippe. Une autre question. Quel drone utilisez-vous? C'est celui qui était illustré, un Mavic Pro de chez DJI. Donc c'est pareil, c'est très pratique puisque très petit et très rapide à mettre en œuvre. On est souvent avec un sac à dos sur le dos et des skis aux pieds, donc il ne faut pas que ce soit très très gros. Donc pareil, c'est la recherche du compromis et il y a sûrement beaucoup mieux pour faire des choses plus précises, par contre plus lourdes, etc. Et les contingences de terrain nous obligent tout le temps à être dans cette recherche de compromis. C'est un peu une des limitations, mais qui n'est pas liée à ce drone-là en particulier, c'est la réglementation. Et je ne devrais pas le dire, mais on joue parfois avec les plafonds autorisés. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense que... Ah, je vois, j'allais clore le temps de questions-réponses. J'en vois une qui vient d'arriver. Ce sera la dernière. Vous avez parlé de photos aériennes IGN. Sur quel site les téléchargez-vous? Sur le site du Géoportail, à gauche, vous avez une colonne. Et donc, soit le Géoportail, il faut aller voir sur le site de l'IGN, soit vous pouvez récupérer une licence qui est gratuite jusqu'à un certain volume de téléchargement annuel de mémoire. Donc, une fois que vous avez cette licence, vous pouvez configurer un lien directement dans l'onglet base de données de Global Mapper. Ça, c'est ce qu'on fait et c'est ce qui permet d'avoir l'orthophoto actuelle telle qu'elle est accessible sur geoportail.fr ou .com, je ne sais plus quelle est l'extension, et soit dans Géoportail, sur la colonne de gauche, il y a une ligne remonter le temps qui vous envoie sur une autre plateforme, et en fonction de la localisation où vous êtes, vous voyez en haut, c'est ce que j'avais ici,
Voilà, c'est ici. Donc là, sur le site Géoportail, vous avez à gauche remonter le temps. Ça vous emmène sur cette plateforme-là, où vous voyez, en fonction de où vous êtes, l'ensemble des années, des missions photos IGN disponibles. Et chaque point jaune correspond à une photo. Donc une fois que vous avez cliqué, la photo apparaît et on peut la télécharger au format JPEG 2 qu'on réouvre ensuite dans Global Mapper et qu'il faut rectifier. Alors les très anciennes, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a parfois plus tellement d'éléments reconnaissables par rapport à aujourd'hui. Donc parfois, ce qu'on est amené à faire, c'est qu'on part de l'orthophoto actuelle sur laquelle on vient rectifier une première photo historique qui a 20 ou 30 ans d'âge. Et puis sur cette photo historique, on vient rectifier une photo encore plus ancienne. Je crois que les photos les plus anciennes qu'on a pu utiliser dataient de 1917 ou 1930. D'accord. Eh bien, Philippe, merci beaucoup pour ces précisions supplémentaires. Encore un grand merci pour cette présentation vraiment très riche et agréable à écouter. On va s'arrêter là pour cette première intervention et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h15 pour la table ronde. Eh bien, ça marche. Merci pour votre Merci. attention.